Salut l'équipe, c'est Lovalis. Je suis de retour pour débriefer de la finale sûrement la plus excitante qu'ait jamais connue le top 14. Comment Toulouse a remporté son 3e bouclier de Brennus de suite, comment Bordeaux est resté dans le match malgré de nombreuses erreurs et une domination plutôt assumée du Stade Toulousain, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et ouais, ça fait 3 mois que j'ai pas fait de vidéo, on va pas non plus tergiverser, pas d'introduction, on rentre dans le vif du sujet. Pour moi, l'un des premiers points sur lesquels Toulouse a gagné son match, c'est sur les renvois. C'est sur les moments où l'UBB leur a renvoyé le ballon après qu'ils aient marqué. L'UBB a essayé de taper à chaque fois dans le coin droit de Toulouse, sauf que c'était un coin qui était couvert par notamment Flamand, qui est le joueur le plus grand du côté de Toulouse, l'un des plus habiles ballon en main, et surtout un joueur qui a une grande science de la touche et du timing, et c'est pas forcément facile pour la défense de venir disputer le ballon à Flamand. Je rappelle que le rôle d'un bloc, en fait, non seulement, on voit c'est assez évident, c'est d'aller choper le ballon plus haut que l'adversaire, tu gagnes du temps sur la montée défensive adverse, qui elle, ils vont être tout seuls, ils vont pas faire un bloc pour venir contester, donc tu gagnes quelques mètres pour capter le ballon avant que la défense n'arrive sur toi. C'est aussi impossible pour la défense, ils n'ont pas le droit de venir toucher le joueur qui est en l'air qui capte le ballon, donc ça gagne encore du temps, ça gagne de l'avance sur la défense. Et ensuite c'est un soutien direct au porteur de balle dès qu'il va au sol, voire même des fois il n'y a pas besoin qu'il aille vraiment en l'air, avoir un gars qui va l'assurer derrière va permettre d'absorber les chocs si jamais t'as la défense qui monte très vite comme un tabanard pour essayer de le cartoucher. Donc ces 3 éléments là font que Toulouse a plutôt dominé sur les renvois, et les rares fois où Flamand a été lobé, c'est plutôt Bordeaux qui a pris le momentum dans ces moments-là. De son côté, les renvois récupérés par Bordeaux ont été assez catastrophiques puisqu'ils en ont perdu un quart, et notamment dans la première mi-temps, en fait, Bielbiarré a été énormément visé par les montées très agressives de Juan Cruz Malia. On savait que Bielbiarré était un petit peu dans une méforme, c'était pas sûr qu'il jouait la finale, il y avait beaucoup d'intox, de non-dits pour essayer d'entretenir le flou autour de sa participation ou non à la finale. Et a priori, ce qu'il fait sortir prématurément, c'est notamment un contact à la hanche encaissé suite à un choc avec Malia sur un plaquage. Les Toulousains ont souvent réussi à lober justement les blocs sauts qui protégeaient Bielbiarré et qui ont donc exposé le jeune ailier aux montées agressives de la défense toulousaine, ce qui a offert à Toulouse de nombreux turnovers parce que Bielbiarré a échappé plusieurs fois le ballon. Et c'est donc un premier point qui se concrétise directement dans les chiffres, dans ceux de l'occupation. Toulouse a largement trusté l'occupation, ça a été compliqué pour l'UBB de se sortir facilement et de retourner jouer dans le camp toulousain, et ça a été très bien joué de la part de Toulouse de pourrir ces renvois-là, parce qu'en fait Bordeaux avait une arme qui s'appelait Maxime Lucu, qui est pour moi l'un des meilleurs demi-mêlées dans les sorties de camp. Alors, entre lui et Dupont, c'est vraiment kiff-kiff. Lucu a un énorme jeu au pied. S'il est dans les bonnes dispositions sur un renvoi, il peut facilement te renvoyer le ballon dans tes 50 mètres, voire même dans les 60 mètres adverses. Donc c'est quand même une arme qu'il s'agit de museler au plus vite pour Toulouse, pour éviter justement de laisser Bordeaux s'installer dans son camp. Et il y a notamment un renvoi côté Bordeaux qui amène directement à un essai encaissé. C'est celui où Retière a priori bénéficie d'un écran de la part d'un de ses partenaires qui empêche le Toulousain de venir le plaquer. Mais on voit que Bordeaux a été très en difficulté sur ces premiers ballons là qui sont vraiment cruciaux pour justement mettre de l'avancée, sortir de son camp, éviter que la défense adverse ne s'installe dans ton camp, ne te mette sous pression et ne récupère les ballons, ce qui s'est quand même passé plusieurs fois. Donc à mon avis, ils ont essayé de jouer un petit peu avec la règle en protégeant leur ailier, ce qui au final s'est concrétisé par une pénale touche et un essai dans la foulée, alors qu'ils venaient justement de marquer en retour de mi-temps. Donc c'est une dynamique positive qui venait d'enclencher en retour de mi-temps, qui se retrouve directement annihilé par un essai encaissé. Le deuxième point après les renvois qui a plombé littéralement l'UBB, c'est l'indiscipline. 17 pénalités concédées, seulement 8 côté toulousain. Tu ne peux pas exister face à Toulouse lorsque tu concèdes autant de fautes. Mais ça découle directement de ce que je viens de dire, c'est que quand tu es sous pression, quand tu es dans ton camp, tu finis forcément par commettre des fautes, par devoir t'exposer soit en surjouant, et du coup tu laisses des rucks sans soutien, ce qui a permis justement à Willis notamment de faire une grande moisson de ballons et de récolter des pénalités. Cette indiscipline a notamment été nourrie en grande partie par la défaillance de la conquête bordelaise sur 2 grands points, le jeu au sol que je viens de citer, mais surtout la mêlée. Et là j'ai un peu envie de citer une phrase qu'on entend souvent dans les sports de combat, là, je sais pas de qui elle est, ça me vient juste comme ça, qui est tout le monde a un plan jusqu'à ce que tu prennes la première droite. Je pense que dans le rugby, tout le monde a un plan jusqu'à ce que ta mêlée prenne l'eau. La première ligne toulousaine a assez clairement pris le pas sur son homologue bordelaise, et ça a permis notamment de mener quasiment à des essais parce que ça a nourri justement les pénalités pour Toulouse, qui a pu avoir des pénales touches, avoir des ballons dans le camp bordelais. Et là où je veux en venir, c'est le premier essai toulousain, c'est l'essai de Jelon. Alors d'abord, oui, il y a eu l'essai de Marchand qui a été refusé, et donc on revient à la pénalité. Guido Petit sort pour s'être sacrifié sous un maul et s'être mis à la faute, ce qui laisse donc son pack à 7 contre 8. Alors le jeu à la main près des lignes comme ça, c'est un petit peu le péché mignon de Toulouse. On sait qu'ils ont beaucoup de combinaisons dans leur sac, c'est vraiment l'un de leurs points forts, et là ça ne va pas louper. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a d'abord un premier pod, donc un premier groupe d'avant avec Marchand qui se prépare
à défier frontalement la ligne en face de lui, tandis que dans l'intérieur il y a Rodrigue Netti et surtout Juan Cruz Malia qui peut jouer justement le petit côté avec Grau. Et si on prend le plan un peu plus large, on voit qu'il y a une deuxième cellule de Toulouse qui est un peu plus vers le centre du terrain, qui a pour but de viser la zone entre le 10 et le centre, près de Mathieu Jalibert, là où c'est plus faible forcément, et qui a encore une autre cellule avec un centre qui est Choco Barès, centre hyper physique qui sait prendre les intervalles de manière assez tranchante, et avec Jelon dans son intérieur qui est un peu plus profond, qui va être très important pour la suite, on va le voir. Donc ce que fait d'abord Toulouse, c'est que comme d'habitude, ils démarrent sur une position statique avec leur pod d'avant, et ensuite, avant d'engager, ce pod là se déplace, ce qui va en fait permettre de mettre beaucoup de trafic dans la lecture défensive de la défense bordelaise, parce que tu sais que quand tu défends près de ta ligne, en fait t'as le droit à 0 chance. C'est qui tout double, soit t'as bon, soit t'as pas bon, t'as pas de seconde chance. Donc tu dois mettre beaucoup d'intensité, beaucoup d'énergie pour stopper net les premiers attaquants, mais tu sais que si tu te trompes de joueur, c'est fini. Et en mettant beaucoup de trafic et beaucoup d'options, là Toulouse sait que ils mettent beaucoup de chance de leur côté pour aller marquer. Donc d'abord le pod avec Julien Marchand se décale, tandis qu'on voit dans le côté fermé Malia qui se décale avec Netti qui est pas très loin. Et finalement c'est pas la cellule de Marchand qui va être servie, mais celle de Flamand qui est l'un des meilleurs manipulateurs de balles du pack toulousain, qui est escorté à l'intérieur par Cross, dans son dos par Willis, et avec Choco Barès qui arrive aussi lui en cut. Donc là on voit qu'il y a vraiment deux défenseurs bordelais qui doivent faire face à littéralement 4 menaces, voire même une cinquième si on voit Jelon, qui est en fait finalement l'option qui va être choisie. Jelon est tellement profond, il démarre de très très loin, qu'il n'est pas d'abord envisagé comme une vraie menace par Moefana, qui est d'abord plus concentré sur Willis, qui est quand même pas marrant aussi lui à prendre près des lignes. Samu lui il est obligé de prendre Flamand parce que s'il y a une fente de passe c'est baisé. Moefana comme je l'ai dit il est fixé sur Willis, il a un œil sur Choco Barès au cas où, mais il occulte totalement Jelon, qui est servi donc au contact sublimement par Flamand, et ensuite c'est un essai tout cuit pour lui. En vrai c'est très bien joué, c'est du papier à musique, il n'y avait pas non plus beaucoup de chance pour Bordeaux d'arrêter ce mouvement là. On sent que c'est un secteur de jeu, que c'est une partie du jeu qu'il maîtrise très très bien. On l'a vu notamment un peu plus les saisons précédentes je trouve, notamment avec Meafou qui était souvent utilisé un peu comme ça pour surgir de nulle part. Donc vraiment un superbe essai, une superbe combinaison de la part de Toulouse. Donc j'ai parlé des renvois, j'ai parlé d'indiscipline, du jeu au sol, de la mêlée, mais il y a un autre point sur lequel je trouve que Toulouse a été plus fort que Bordeaux, c'est sur les contacts importants, sur les premiers contacts. Je trouve qu'en défense, Toulouse a cassé net certaines attaques sur des mouvements qui étaient assez dynamiques de la part de Bordeaux, notamment sur les touches. Bordeaux a eu beaucoup de touches et a eu beaucoup de bonnes touches à jouer parce qu'ils ont un alignement qui était fait qui était plus aérien que celui de Toulouse, avec notamment Guido Petit et Beauchaton. Et en fait, ils n'ont pas réussi tant à capitaliser sur ces bons ballons-là parce que généralement, Bordeaux n'a pas réussi à mettre l'impact suffisant pour gagner les premières collisions suite à ces touches-là. Et notamment parce qu'en face, il y avait un Choco Barès qui était dur comme de l'ébène, mais il y a aussi plusieurs fois en dehors des touches où grâce justement à la bataille que Toulouse a menée dans le jeu au sol, Lucu se retrouve sous pression parce que ses ballons sont pas propres, parce que le ballon sort un petit peu de la zone de rug, donc il est vite visé par les montées agressives de Toulouse, et donc il est obligé de donner le ballon sur des joueurs qui sont pas lancés, qui sont un petit peu dans l'expectative, et c'est là que Toulouse reprend le dessus, reprend le momentum, reprend l'élan sur une attaque bordelaise qui au départ était dans l'avancée. Mais alors comment est-ce que l'UBB, malgré ses stats négatifs que je vous envoie, malgré des faits de jeu qui sont en sa défaveur, 18 pénalités, 2 cartons jaunes, les renvois manqués, la mêlée dominée, le jeu au sol contrarié. Comment est-ce que c'est possible que Bordeaux, à la 80e, finisse à 33-33 ? Tout d'abord, même si ça lui a pas assez réussi pour gagner le match, Bordeaux est resté fidèle à ses valeurs et a fait le pari du jeu face à Toulouse. La semaine dernière, Bayonne, par peur sûrement de prendre une rousse et de trop s'exposer, de prendre des points, a surtout cadenassé le jeu, a réduit la voilure pour envoyer plutôt des quilles dans un match qui était très nerveux où ça a pas beaucoup joué. Alors certes, ils sont restés longtemps dans le match, ils sont restés au coude à coude, mais ils ont jamais été en mesure d'inquiéter vraiment Toulouse par leur jeu. Et face à une équipe comme le Stade Toulousain, si tu ne mets pas toutes tes chances de ton côté, tu ne peux pas espérer renverser la vapeur et gagner le match. Et c'était d'ailleurs par le jeu, par l'intensité, par le rythme, par le volume que Bordeaux avait réussi à venir à bout du Stade Toulousain en demi-européenne il y a quelques mois. Cette volonté offensive elle se retranscrit dans les stats parce que les Bordelais ont plus porté le ballon que leurs adversaires, ils ont fait aussi plus de passes malgré une possession qui est quand même moindre, seulement de 43%, ce qui leur a permis de déplacer les Toulousains, d'apporter du danger aux 4 coins du terrain, et les Toulousains finalement ont loupé pas mal de plaquages, ils ne tournent qu'à seulement 81% de plaquages réussis, ce qui est une moyenne plutôt basse, notamment pour Toulouse, qui d'habitude est assez fort dans ce domaine de la défense. Là où en revanche l'UBB s'est montré ultra solidaire avec 87% de plaquages réussis. Et ce que je veux sous-entendre par là, c'est que bien que dominés, les Girondins n'ont jamais lâché et ils ont su s'accrocher comme des beaux diables, même sur des actions qui étaient très dangereuses, qui étaient très mal embarquées avec des franchissements. Mais en fait, Toulouse n'a jamais marqué sur un franchissement net parce que Bordeaux a toujours réussi à revenir, a toujours réussi à s'accrocher
s'accrocher pour colmater les brèches et couper au plus possible l'eau et récupérer les coups. Et au bout du compte, comme souvent en finale, Toulouse s'en est plutôt remis à sa force brute, à son pack, à sa domination des avants pour l'emporter. Quand on regarde les dernières finales de Toulouse, c'est rarement une gabegie de jeu, c'est surtout un pack monstrueux qui casse toutes les espérances de l'équipe adverse. Mais pour revenir à Bordeaux, ce qui les a fait tenir dans le match, c'est aussi la touche dont j'ai parlé tout à l'heure, qui leur a permis d'avoir du sursis dans les moments chauds, notamment près de leur ligne où ils ont réussi plusieurs fois à contrer les lancers toulousains. Ce qui est plutôt une prouesse quand on rappelle les difficultés qu'a connu la touche de Bordeaux cette année. Et enfin, pour moi, un autre point sur lequel Bordeaux s'est appuyé pour rester dans le match, c'est sur les chandelles. Parce qu'en fait, les chandelles, c'est un moyen assez efficace quand t'es bloqué, quand t'avances pas, de renverser la pression, de lancer une pièce en l'air, c'est du 50-50, t'envoies le ballon dans le camp adverse et c'est celui qui se dégonflera pas qui aura le ballon. Ça permet aussi de créer des déséquilibres à la retombée. Même si tu récupères pas le ballon, ça fout un peu le bordel dans l'équipe adverse. C'est jamais un moment agréable de récupérer une chandelle. Et même si Bordeaux donc n'a pas récupéré à chaque fois les chandelles, ça n'a pas été toujours en réussite, mais ça a toujours été brouillon. C'est-à-dire qu'en fait, Toulouse n'a jamais eu une chandelle facile à négocier face à Bordeaux. Et inversement, hein. Mais je veux dire que c'était pas des ballons gratuits que Bordeaux rendait, c'était des ballons où il fallait s'accrocher, il fallait être à la retombée, et c'était à chaque fois des moments qui étaient assez 50-50. Et je trouve que Bureau s'en est plutôt bien sorti. Il n'a pas réussi à voir tous les ballons, mais par contre, il s'est vraiment envoyé, et je trouve que il a pas du tout démérité face à une arrière-garde toulousaine qui était quand même assez étoffée. Je veux dire, Malia, Kinghorn, même Lebel et Ntamak, c'est quand même des joueurs qui ont l'habitude des duels aériens et qui sont quand même pas des peintres. Mais au final, malgré tout ce que je viens de dire sur la volonté de Bordeaux de créer du jeu, de créer du rythme, de déplacer Toulouse, parfois en fait, ils se sont empêtrés dans leurs convictions offensives, ils sont un peu morts avec leurs idées. J'en veux pour preuve de plusieurs fois où en fait, même s'ils sont chahutés, même si le ballon sont pas propres, ils vont quand même essayer d'écarter à fond, et en fait, ils se retrouvent à faire du travers face à une défense toulousaine qui est plutôt en place, qui leur met la pression, au lieu de chercher à fixer, de chercher à d'abord gagner les premiers duels, gagner les premières collisions, pour ensuite envoyer du jeu là où la défense est plutôt dégarnie. Non, des fois ils ont voulu absolument envoyer du rythme, se remettre au talent de leurs arrières, ce qui n'a pas marché. Tu peux pas espérer battre Toulouse comme ça, du moins à chaque fois, c'est pas possible. Ils l'ont fait 3 fois cette saison, mais en finale c'est pas possible de marcher comme ça. Mais je pense aussi qu'ils avaient surtout peur des grattages toulousains, notamment de Willis, donc le but c'était d'écarter le plus possible le ballon loin de ces joueurs là pour éviter de se faire gratter, ce qui n'a pas été une stratégie payante. Avant de passer vers la conclusion de cette analyse, j'aimerais parler un petit peu du dernier essai bordelais, parce que je trouve qu'il est magnifique tout simplement. C'est l'un des plus beaux, un des plus beaux essais que j'ai pu voir en finale du top 14, avec celui forcément de Romain Ntamak en 2023, mais c'est pas du tout la même dynamique. Alors ça part d'un ballon qui est rendu par Graou sur une chandelle. Là encore, on voit que Bureau c'est à la lutte, il capte pas le ballon, mais c'est dégueulasse, ça part dans tous les sens, c'est le bordel. On voit que Toulouse est très concentré sur une moitié de terrain, tandis que les Bordelais eux sont plutôt écartés, et c'est Guido Petit qui hérite du ballon et qui va donc remettre de l'avancée en venant fixer Flamand justement pour bénéficier du surnombre en bout de ligne. Tout comme ensuite ces deux flanqueurs, donc Verntaiffer et Beauchaton, qui parviennent en 2 passes après contact, dignes de basketteurs, à transmettre le ballon à Retière en bout de ligne. Et au passage, Verntaiffer se fait assassiner par Barassi. Alors oui, je pense qu'il tombe un petit peu et que Barassi veut pas l'assommer, hein, mais je pense que ça aurait valu la peine qu'on revienne un petit peu à la vidéo, surtout quand on voit qu'il y a des cartons jaunes qui sont sortis sur la Commedia dell'arte de Flamand. Je pense qu'on aurait peut-être pu revoir les images parce que ça me semblait quand même assez dangereux comme contact. Voilà, ça aurait mérité peut-être un peu plus d'attention de la part du corps arbitral. Une fois le ballon en main, l'UBB lâche les chevaux dans le couloir et remonte quasiment 50 mètres. Il y a Moefana qui finit par être amené au sol, et sa course, en fait, elle a attiré énormément de défenseurs toulousains dans la zone. Il y a quasiment la moitié de l'équipe, si ce n'est plus, des rouges et noirs qui sont concentrés là dans cette zone-là, parce que en fait t'es carbo, tu vois que Bordeaux lâche les chevaux avec ses talents des lignes arrière, donc forcément tu te mets en sur-régime pour compenser les trous, et en fait c'est là que tu crées le déséquilibre dans la défense, parce que sur le renvoi on voit que Maxime Lucu, non, en fait il va se mettre en position de 10, en position d'ouvreur, et demander à Pierre Beauchaton de venir lui relayer le ballon, ce qui permet d'ajouter un joueur supplémentaire dans la ligne et d'écarter le ballon le plus possible là où il n'y a pas de défenseur. Ça aurait pu être payant directement si seulement la passe de Jalibert pour Bureau c'était plus ajusté, parce qu'on voit que Bureau il la prend un petit peu dans son dos, il part un petit peu arrêté, donc forcément il perd quelques précieuses millisecondes sur la défense qui a le temps de venir le prendre, mais il parvient quand même à trouver du soutien avec la motte, et le ballon est conservé et la défense continue de se consommer. On voit qu'il y a beaucoup de défenseurs toulousains qui viennent là encore surcirculer pour compenser les brèches, et en fait ils se crament tout simplement là-dessus. On voit qu'il y a des joueurs qui sont carrément dos à la défense, notamment Flamand qui ne se doute pas du tout que Jalibert va attaquer dans la zone, lancer comme un centre en cut, et c'est comme ça que l'ouvreur bordelais va trouver de l'avancée et pouvoir franchir. Là encore le ballon est conservé in extremis,
Meafou avait totalement le droit de prendre le ballon, l'arbitre lui dit jouez, mais je pense qu'il hésite un petit peu parce que c'est une zone assez critique, c'est dans les 22 mètres, c'est un ballon dynamique, il sait que peut-être qu'il n'a pas le droit et qu'il va prendre un carton jaune si jamais il enraye l'action, mais donc ça permet à Lucu d'arracher le ballon un petit peu de manière hasardeuse et de le filer à Tameifuna. La défense toulousaine est complètement aux abois, elle est concentrée au centre du terrain, et la grande force de cette action en fait, c'est que l'UBB passe très peu au sol. Grâce à des passes après contact, elle évite en fait d'avoir des rucks qui vont ralentir le ballon, qui vont offrir l'opportunité aux gratteurs toulousains de venir mettre les mains. Et c'est toujours très dur pour la défense de venir se replacer, de venir analyser ce qui va leur arriver dans la tronche lorsque le ballon continue de vivre continuellement et qu'il n'y a aucun temps de répit. Et le Stade Toulousain en sait quelque chose, ils ont battu grand nombre de leur succès sur ce jeu de main. Et donc en bout de ligne, c'est Guido Petit qui parvient à trouver la terre promise à la 70e minute, ce qui relance totalement le match pour une fin de finale étouffante. Malgré tout, cela n'aura pas suffi face à l'expérience du Stade Toulousain qui remporte là son 3e Brennus d'affilée. Toulouse en finale depuis 2019, c'est tout simplement imbattable et je me demande bien quels ingrédients il faut mettre pour réussir à les contrarier, parce qu'en fait on a un peu l'impression que à chaque finale ils engrangent davantage d'expérience, davantage de force mentale, davantage de sérénité qui leur permet ensuite de remporter une finale à nouveau et un nouveau titre. Et à moins de les prendre en demi, là où ils sont souvent plus friables, je trouve, c'est compliqué. Je pense que honnêtement pour les prochaines éditions du Top 14, à moins de sortir Toulouse en demi, ce sera impossible de le sortir en finale. Donc bravo aux deux équipes pour ce match au sommet, on s'est régalé et je pense honnêtement que c'est l'une des plus belles finales de Top 14 que le championnat de France même ait connu. Et j'ai surtout moi une pensée pour l'équipe de France parce que je pense que ce genre de match, avec beaucoup d'internationaux français, ça ne peut que faire grandir le 15 de France. D'une part, les vainqueurs, les Toulousains, ils ont été poussés dans leur retranchement pour s'arracher ce 24e Brennus. C'est une expérience qui est ultra précieuse dans l'hypothèse très plausible d'une phase finale de Coupe du Monde qui se jouerait en prolongation, parce que ce genre de victoire, évidemment tu t'en doutes, ça fait engranger énormément de confiance, de maîtrise, parce que il faut être maître de ses émotions, il faut être maître de son stress jusqu'à la fin pour s'arracher. Et de l'autre, les Girondins qui sont encore assez jeunes, je pense à Bielbiarré, Jalibert, Gazzotti, ils vont engranger aussi de l'expérience pour comprendre ce qu'il faut, ce qui leur manque pour réussir à faire pencher la balance dans ces moments-là qui sont très serrés. C'est très dur certes, mais c'est aussi très formateur, bien plus formateur que le 59-3 encaissé l'an dernier, et je pense effectivement que l'équipe de France ne peut sortir que grandie de ce genre de duel au sommet avec beaucoup d'internationaux français. Pour conclure, je vais rapidement parler des hommes du match avec un avant, un trois quarts dans chaque équipe. Côté Toulouse, comment passer à côté de Thomas Ramos qui montre encore une fois que c'est l'homme en forme des phases finales et de la finale pour Toulouse. Depuis 2019, c'est un énorme leader et à chaque fois il est décisif dans les moments finaux. C'est un patron qui distille une vraie sérénité, un vrai leadership auprès de ses troupes. Sans être flamboyant dans cette finale, il a assuré les coups en étant déjà le buteur sûr de son équipe, mais aussi je trouve qu'il a été très fort pour mettre sous pression Bordeaux avec des coups de pied assassins qui permettent de trouver la touche et justement de cantonner Bordeaux dans son camp encore une fois. Devant, j'hésitais entre Jelon et Willis qui sortent tous les deux une partie énorme, mais je pense que Willis sort un peu du lot déjà parce qu'il marque 2 essais, mais aussi parce qu'il a littéralement pourri le jeu pour Bordeaux avec tous ses grattages, toutes les fois où il a mis les mains, toutes les fois où il a mis les mains qu'il a pas gratté mais qu'on a dû consommer des joueurs pour venir le sortir. Jack Willis, énorme joueur, énorme bonhomme, et on peut que le créditer pour cette finale encore une fois aboutie. À Bordeaux maintenant, comment passer à côté de l'immense Maxime Lucu? D'abord dans ses jeux au pied, lui aussi, qui a été très précieux, même s'il a été mis en difficulté sur les sorties de camp parce que les captations de renvoi étaient pas propres, mais il a été encore une fois très pertinent pour soulager son équipe ou pour servir Penaud sur cet essai où justement le ballon est pas facile à négocier, il est sous pression, il n'y a pas de partenaire proche à qui faire la passe, et en un claquement de doigts il réussit à analyser le fait qu'il y a Penaud qui est démarqué et qu'il n'y a personne dans le dos de la défense. C'est hyper bien joué, hyper bien réalisé, vraiment c'est une passe de football presque, tellement c'est précis. Il a une capacité d'analyse tellement rapide et tellement juste qu'il parvient à lui seul à trouver de la lumière dans des actions qui semblent très mal embarquées de prime abord. Mais ce que j'aime le plus chez lui, c'est son cœur en fait, c'est son énorme abattage, sa capacité à enchaîner des énormes efforts à chaque fois, à être le premier en course de soutien, à être le premier en course de repli, à être le premier à suivre les ballons. On dirait que le type il a 4 poumons, 2 cœurs et qui s'arrête jamais, et je trouve que c'est vraiment une prouesse encore assez remarquable de Maxime Lucu. La seule erreur qu'il fait, c'est une touche directe dans une action où il n'y a plus de lucidité parce que tout le monde est capot ouvert, personne ne peut lui en vouloir. Voilà, je m'avance peut-être, mais je pense qu'à l'heure actuelle, c'est dans le top 3 mondial à son poste, et je ne pense pas qu'il soit 3ème. Et devant, à Bordeaux, Guido Petit signe une énorme performance pour son dernier match sous les couleurs bordelaises. La seule ombre au tableau, c'était le carton jaune qu'il récolte après s'être sacrifié sur le maul toulousain, mais il a compensé par une énorme activité ballon en main, et surtout une grande maîtrise de l'alignement qui a pris le pas sur la touche toulousaine. Malgré la défaite, il termine son aventure girondine en beauté. Avant de se quitter, un petit mot sur le geste d'or. Il n'y aura pas de boulette d'or là, je pense, je n'en ai pas trop relevé, mais le geste d'or
D'abord pour moi il y a la pénalité de Maxime Lucu juste avant le coup de sifflet final où il y a une pression énorme pour revenir à égalité et disputer des prolongations, et Maxime Lucu ne flanche pas, alors qu'on se souvient que l'an dernier il avait été très affecté lorsqu'il manquait la pénalité de la gagne face au Harlequins en Coupe d'Europe et que du coup Bordeaux perd ce quart de finale. Là il a pas tremblé, il a engrangé les points toute la soirée. Énorme d'avoir un joueur avec un mental pareil. Et côté toulousain, le geste d'or pour moi est cette passe de Rodriguez accompagnée d'une feinte du regard pour Romain Ntamack. En se tournant vers Romain Ntamack, il sert Julien Marchand qui était totalement délaissé par la défense, parce que forcément tu vas plutôt être focalisé sur Ntamack qui est un meneur de jeu, et tu délaisses Julien Marchand qui semble là juste venir en l'heure. Et Netty, par cette feinte de regard pour Ntamack, arrive totalement à délivrer son partenaire de la première ligne, qui va donc percer et donc permettre à Toulouse de s'implanter dans le corps bordelais. C'est la fin de cette vidéo, j'aurais pu parler encore longtemps de cette finale, mais il faut bien que ça se conclue un moment, ça fait déjà 40-45 minutes que je parle actuellement et je vais clamser là, je pense qu'il fait quasiment 35 degrés, j'en peux plus. Donc dites-moi en commentaire si jamais vous avez des ressentis supplémentaires sur cette finale. Restez respectueux aussi, je pense qu'il faut que l'espace commentaire reste un espace assez sain pour échanger. Je suis tout à fait ouvert au débat si jamais il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Tant que c'est respectueux, moi j'ai pas de souci avec ça. Je vais essayer de revenir un petit peu plus cet été sur la chaîne parce que j'ai envie de faire des vidéos. Là dernièrement j'avais plus trop l'énergie, plus trop le temps pour faire des vidéos, et j'étais moins aussi au fait de l'actualité rugby, donc j'étais pas non plus capable de faire des vidéos dans les temps. Là je vais essayer de revenir peut-être pour des vidéos un peu plus détentes. Il y a forcément la tournée des Bleus que je vais essayer de suivre également. Je vais voir comment je peux exploiter les images avec Canal, parce que je suis un peu plus surveillé maintenant sur mon exploitation des images. On verra si cette vidéo déjà ne saute pas, ce sera déjà un miracle. Donc si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, à m'écrire un petit commentaire, et toujours un grand merci à celles et ceux qui me soutiennent avec des petits pourboires, que ce soit sur mon lien PayPal ou sur le bouton merci juste sous la vidéo. Ça fait très plaisir et ça m'aide à mettre du beurre dans les épinards tout simplement, donc merci à vous. Merci de m'avoir regardé, je vous dis à la prochaine. Bye l'Ovalie.